des masques ronds, carrés, triangles, des combinaisons rouges, noires, des masques différents ou des masques en or. S'il y a autant de différences entre les personnages de la série, c'est tout simplement car les rangs ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors qui obéit, qui commande, qui fait quoi et surtout qui tire vraiment les ficelles dans l'ombre. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer chaque rang de Squid Game en commençant par les joueurs. Imaginez que vous êtes au plus bas dans la vie sans travail, avec des dettes énormes et soudain quelqu'un vous propose une chance incroyable. Gagner plus d'argent que vous ne pourrez jamais en gagner en travaillant au McDo pendant plus de 1000 ans. Gagner une somme colossale, tout ça en jouant à des jeux d'enfants. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Parmi tous les joueurs de Squid Game, il y a des sacrés spécimens. On en a un qui a gagné la partie la première saison, qui a remporté le jackpot malgré qu'il a failli mourir des dizaines de fois. Il pourrait aller à la plage, se détendre tranquillement, mais pourtant il décide de retourner dans ce jeu infernal. Il y a des joueurs qui sont prêts absolument à tout pour survivre, qui n'hésitent pas à trahir leurs amis, on va pas citer de nom ici, et t'en as qui préfèrent laisser gagner des inconnus et se laisser mourir comme ça. Après on a de tout, hein. On a des golemons qui s'amusent, il y en a d'autres qui pleurent, mais dans Squid Game, toutes ces personnes sont au même niveau. Et le but, il est très simple, remporter une série d'épreuves qui s'inspirent des jeux d'enfants coréens, comme par exemple le défi du Dalgona, un jeu que vous avez probablement déjà vu, où le principe est de simplement couper le biscuit dans la forme exacte sans le casser. Il y a aussi le jeu des billes, le tir à la corde, celui-là c'est mon préféré, et il y en a plein d'autres, mais je vais pas tous les dire dans la vidéo, sinon ce serait beaucoup trop long. Entre chaque partie, les joueurs peuvent décider s'ils arrêtent l'aventure ou non, mais s'ils arrêtent, ils partagent les gains qui ont déjà été gagnés, car plus il y a de personnes qui meurent dans le jeu, plus la cagnotte se remplit. Et donc vous vous doutez bien que c'est assez mitigé à chaque fois. Il y a des personnes qui ont peur de mourir, mais il y a des personnes qui n'ont pas envie de retourner à leur vie de merde qu'ils avaient avant. Et donc gagner le plus d'argent possible et finir le jeu absolument. Et franchement, ça se comprend. J'y aurais moi-même réfléchi à 2 fois avant de prendre une décision. Et vous, qu'est-ce que vous aurez fait? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Le recruteur. Vous l'aurez compris, son job à lui, c'est de recruter des joueurs. Il repère des personnes qui ont l'air perturbées dans leur vie et il va tout simplement leur proposer de jouer à un jeu. Dans la saison 1, il propose à ses proies de jouer au Dakji, où le but du jeu est de renverser le papier cartonné de son adversaire en le visant au sol. Mais s'il rate, il se prend une claque à chaque fois. Et si le joueur réussit, il gagne de l'argent. Et juste après ça, il propose aux joueurs de jouer à un jeu beaucoup plus grand, pour gagner bien évidemment beaucoup plus d'argent. Dans la saison 2, il propose à ses proies de jouer au jeu du pain ou loterie. C'est-à-dire qu'il vient devant le joueur, tend ses bras et propose soit d'accepter un morceau de pain, soit de jouer à un jeu de loterie où on peut potentiellement gagner beaucoup plus. Et à chaque fois qu'une personne accepte de jouer au jeu de la loterie plutôt que d'accepter le morceau de pain, il explose littéralement le morceau de pain au sol. Ce jeu est particulièrement intéressant car il teste la capacité des individus à prendre des risques malgré leur situation qui est très précaire. Dans la saison 2, on en apprend beaucoup plus sur le personnage du recruteur qui révèle son passé en tant qu'ancien soldat du jeu. Il a même été contraint de tuer son propre père qui était un ancien participant. C'est un personnage qui est peu commun. Son personnage incarne la perversion morale engendrée par le système de Squid Game où à chaque choix, même le plus anodin, peut mener à des conséquences fatales. Il va d'ailleurs perdre à son propre jeu en jouant à la roulette russe contre Ji-hoon. Et non, je vais pas vous mettre cette scène pour des raisons qui sont évidentes. Parlons maintenant des ouvriers de base de Squid Game. Vous savez, ceux qui ont le rond sur leur tête. Ces personnes-là sont littéralement des pions sur l'échiquier. Ils ne portent pas d'armes, ils ne donnent pas d'ordre. Leur travail, c'est juste d'obéir et d'exécuter les tâches les plus ingrates. Par exemple, surveiller les joueurs dans le dortoir, distribuer de la nourriture et nettoyer après les repas, déplacer les corps des joueurs et les incinérer, et aussi assister les triangles et les carrés sans jamais poser de questions. Ils n'ont jamais le droit de parler, ils sont toujours sous surveillance. Ils sont littéralement au plus bas de la hiérarchie, enfin à part les joueurs bien évidemment. Ils sont constamment observés par les triangles et les carrés, un seul geste de travers et c'est fini pour eux. Ce sont littéralement des esclaves modernes, qui sont condamnés à obéir, sachant que la moindre erreur pourrait leur coûter la vie. Mais pourquoi ils sont là? C'est ça la question. Parce qu'à ce niveau-là, je préférais même être un joueur. Au moins on a quelque chose à gagner. Eh bien, on ne sait pas vraiment. On a dû leur proposer une somme d'argent, ou alors un travail bien payé, mais je pense qu'ils ne s'attendaient probablement pas à ça. Passons maintenant aux soldats. Donc eux, c'est ceux qui ont le triangle sur leur tête. Et contrairement aux ronds, ils ne se contentent pas de surveiller les joueurs, ce sont ceux qui appliquent les règles par la force. C'est-à-dire qu'ils sont armés, qu'ils vérifient tous les joueurs pendant chaque partie, et le moindre faux pas des joueurs, ils les exécutent immédiatement. Comment sont-ils arrivés ici? Eh bien probablement comme les ronds, ils ont sûrement été recrutés car ils avaient une vie difficile ou une situation financière compliquée, mais contrairement aux simples ronds, ils doivent être prêts à tuer sans hésitation. Et il faut avoir des compétences particulières pour pouvoir être à ce poste. Ils sont un peu plus haut gradés que les ronds, mais ils sont toujours quand même des pions sur l'échiquier. Ils ne sont pas censés donner d'ordre, mais ils ont le pouvoir d'exécuter les personnes, donc soit des joueurs, soit des ronds. Et oui, car si un rond se montre faible ou qui trahit le jeu, les triangles ont totalement le droit de les exécuter sur le champ. Faut quand même être un fou pour accepter ce genre de travail, se réveiller dans une box, s'habiller, surveiller les joueurs, tuer les joueurs, se rendormir, se réveiller, etc. Et tu fais ça pendant toute ta vie. Enfin bref, passons maintenant aux managers. Les managers, c'est les carrés. Ils sont carrés.
T'as kiffé le jeu de mots. Ce sont eux qui dirigent les triangles et les ronds. Et donc, contrairement à eux, ils réfléchissent et ils donnent des ordres aux triangles et aux ronds. Ils sont là pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement comme sur des roulettes. C'était des triangles qui ont été choisis pour leur loyauté absolue et leur capacité à diriger sans poser de questions. Les carrés sont beaucoup moins nombreux que les triangles ou les ronds. Ils sont très peu à diriger l'ensemble des soldats et des travailleurs. Ils sont un peu comme des officiers militaires qui surveillent des soldats et qui veillent au respect du protocole. Ou alors c'est comme des managers au McDo. Ils veillent tout simplement à ce que tout se passe bien. Et qu'est-ce qui les différencie des autres concrètement? Comme j'ai dit auparavant, ils commandent les triangles et les ronds. Ils ont l'accès aux communications avec les organisateurs du jeu. Ils sont les seuls à transmettre les ordres du leader, auquel on va en parler juste après. Et en cas de problème, c'est eux qui prennent les décisions. Et s'ils ont envie de faire des magouilles, ils seront moins cramés que les triangles ou les ronds. Mais bon, si le grand chef le voit, c'est fini pour eux. Passons maintenant à l'officier. Mais qui est l'officier? L'officier, c'est celui qui a la combinaison noire avec le masque carré. Et lui, il est tout seul à être comme ça. C'est littéralement le bras droit du grand chef du jeu. Il est donc le plus haut gradé des travailleurs, directement le sous-leader, on va dire, et son rôle est crucial dans l'organisation du jeu. C'est donc lui qui applique les ordres du leader et qui veille au bon fonctionnement du jeu. Contrairement aux autres, ce n'est pas juste un simple exécutant. Il a une certaine autonomie et peut prendre des décisions sans toujours attendre l'approbation du leader. Vous voyez un peu ça comme une entreprise. Le leader, c'est le CIO, c'est lui qui a la vision, qui transmet la vision à son directeur, le directeur qui va diriger les managers qui vont diriger les soldats, les travailleurs, et les soldats et les travailleurs qui vont exécuter les ordres. On ne sait pas vraiment comment l'officier est arrivé à ce poste. Il y a des personnes qui pensent que c'était un joueur du Squid Game qui l'a gagné, qu'il a été forcé de rejoindre les troupes, et il y en a d'autres qui pensent que c'est une personne de confiance qui connaît le leader depuis longtemps. Et il a donc pour but de contrôler entièrement le Squid Game et de veiller à ce que tout se passe bien à l'intérieur du jeu. D'ailleurs, l'officier actuel va profiter de son statut avec certains soldats. Il n'a bien évidemment pas le droit de faire cela, et je suppose que si le grand chef du jeu découvre ce qu'il fait, il va subir le même sort que la plupart des joueurs dans le jeu. Passons maintenant au frontman, ou devrais-je dire le chef du jeu. On ne le présente même plus, on le reconnaît facilement avec son masque noir anguleux, avec beaucoup plus de prestance que les autres travailleurs ou même l'officier. Et donc lui, vous le savez très bien, sauf si vous n'avez pas regardé Squid Game, il dirige tout simplement le jeu en entier. Il va donner sa vision à l'officier, il décide de tout, donc des jeux, comment ça va se passer, etc. C'est vraiment lui qui décide de tout. Si vous n'avez pas vu Squid Game, à la fin de la saison 1, on se rend compte que c'est le frère disparu du policier Hang Joon-ho, qui était lui-même à la recherche de son frère disparu depuis des années, et on s'est bien rendu compte que c'était en fait le chef du jeu. Plus tard dans la saison 2, on se rend compte qu'en fait c'était un ancien participant du Squid Game qui avait remporté la partie, mais au lieu de partir du jeu tranquillement et de se la couler douce, il a décidé de rester et tout simplement monter les échelons jusqu'à finir chef du jeu. Et c'est surtout dans la saison 2 qu'on se rend compte que c'est un personnage qui est super froid, qui sait déjà très bien se battre et qu'il a aucun mal à tuer des gens. Et même si on a l'impression que c'est le chef du jeu et qu'il a tous les droits, sachez qu'il ne peut pas faire non plus tout ce qu'il veut, car il répond lui-même aux ordres des véritables maîtres du jeu, ceux qui tirent vraiment les ficelles dans l'ombre. Il s'agit tout simplement des VIP. Alors les VIP, on les voit dans la saison 1, ce sont des groupes d'hommes ultra riches et influents, issus de divers horizons, probablement des membres d'une élite secrète mondiale. Leur identité est soigneusement dissimulée derrière des masques dorés ornés d'animaux, comme par exemple des tigres, des cerfs, des lions. Ils sont invités par l'organisateur, donc le maître du jeu, à assister au jeu en direct, installés dans des salons luxueux où l'alcool coule à flot, et où ils passent leur temps à parier des sommes astronomiques sur les résultats des épreuves. Pour eux, ces jeux ne sont rien d'autre qu'un spectacle sadique. C'est comme s'ils allaient voir un match de foot et qu'ils allaient parier sur le Real contre le Barça. C'est donc les VIP qui sont les principaux financeurs du Squid Game. Sans eux, cette organisation ne pourrait même pas exister. Et tout ça représente l'ultime démonstration d'un fossé énorme entre les riches et les pauvres. Alors que les joueurs risquent leur vie pour avoir une chance de s'en sortir, les VIP, eux, se contentent de regarder en riant, confortablement installés sur leur canapé en or, en train de bouffer des chips, des raisins et boire de l'alcool. C'est donc eux qui ont vraiment le contrôle sur le Squid Game. S'ils n'étaient pas là, il n'y aurait tout simplement pas de Squid Game. Et le boss du jeu répond tout simplement à leurs attentes. Et tant que ces personnes seront là pour toujours vouloir se divertir toujours plus, les jeux du Squid Game ne s'arrêteront jamais. Je me demande si ça n'existe pas dans la vraie vie, mais on ne sait tout simplement pas. Passons maintenant à l'hôte. Est-ce que vous savez qui est cette personne? Si vous ne vous rappelez pas, eh bien c'est tout simplement lui. Et oui, c'est tout simplement le papy dans la saison 1. Et cette personne, c'est tout simplement le créateur du Squid Game. Il a fondé le Squid Game avec d'autres milliardaires. Pourquoi? Tout simplement pour se divertir. Pour lui, les jeux ne sont pas une simple boucherie, mais une manière de redécouvrir l'émotion et la spontanéité qu'il a perdu en accumulant autant de richesses. Il avait tellement tout fait dans sa vie qu'il ne ressentait plus rien. Sa vie était devenue trop ennuyeuse, et donc de là est venue l'idée où il crée tout simplement le Squid Game. Et cette personne, eh bien c'est bien lui, mais quand il était encore au statut d'hôte, c'est-à-dire avant de participer au jeu pour la dernière fois. Il a voulu jouer au jeu du Squid Game car il avait appris qu'il avait eu un cancer, et donc il s'est dit pour ces derniers jours, au lieu de regarder tout simplement le Squid Game, eh ben je vais y participer. Il cachait vraiment très bien son jeu, le vieux. En tout cas pour l'instant, la saison 1 et la saison 2 de Squid Game est une masterclass, et je n'ai qu'une hâte, c'est d'attendre la saison 3.